L'histoire commence avec Kanishi, un gamer acharné qui vient de terminer un jeu qui lui a pris 3 longues années. Après l'avoir fini, il se penche en arrière dans son fauteuil et soupire, pensant à quel point le jeu était en fait ennuyeux et décevant. Malgré le temps passé, le jeu ne l'a jamais vraiment mis au défi. Ce que Kanishi désire vraiment, c'est un jeu qui le pousse à ses limites. Quelque chose de si difficile qu'il lui faudrait au moins 10 ans pour en venir à bout. Il veut un vrai défi, pas quelque chose qu'il peut finir avec juste de la patience. Avec ça en tête, Kanishi se met aussitôt à chercher son prochain jeu. Il parcourt titres, critiques et recommandations, mais rien ne retient son attention. Soudain, son écran d'ordinateur se met à bugger et à clignoter. Un texte étrange apparaît, lui offrant un jeu sans fin, situé dans un monde fantastique rempli de magie. Les yeux de Kanishi s'écarquillent d'excitation. Il n'avait jamais entendu parler d'un jeu sans fin, et l'idée seule fait battre son cœur à toute vitesse. Sans hésiter, il clique dessus. On lui demande ensuite de choisir le niveau de difficulté. Les options vont du mode facile au mode difficile, ce qui lui semble déjà standard et sans intérêt. Cependant, en faisant défiler plus bas, il remarque une option supplémentaire tout en bas, appelée mode enfer. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu dans aucun jeu auparavant. Son excitation monte en flèche, réalisant que c'est peut-être enfin le défi qu'il cherchait. Sans hésiter une seconde, il sélectionne le mode enfer. Ensuite, il choisit la classe d'invocateur et clique avec assurance sur le bouton de démarrage. Au moment où il le fait, quelque chose d'étrange se produit. Son écran clignote vivement et avant qu'il ne puisse réagir, il est aspiré directement dans l'écran de son ordinateur. La chose suivante qu'il sait, c'est qu'il se réveille dans un monde complètement différent en tant que nouveau-né pleurant alors qu'il naît dans une pauvre famille de cerfs. Peu après sa naissance, un homme le prend doucement et lui donne un nom. Ce nom est Alan. Étonnamment, Alan ne se sent pas contrarié par sa situation. Dans sa vie antérieure, il était un gamer fauché de 35 ans, coincé dans un travail sans avenir et sans issue. Comparé à ça, cette nouvelle vie ressemble à un nouveau départ. Être réincarné lui offre une seconde chance de vivre une vie meilleure et plus significative. Pour l'instant, Alan n'a qu'un an, il ne peut donc pas encore parler. Cependant, il n'a aucun mal à penser clairement dans son esprit. Il peut organiser ses pensées, comprendre ce que les gens disent autour de lui et tout observer attentivement. Il réalise aussi que la langue parlée dans ce monde est le japonais, ce qui signifie que c'est la langue commune ici. Alan et sa famille vivent dans un village frontalier où les pionniers paient des impôts à un seigneur régnant en échange du droit de cultiver la terre. Le village est encore nouveau et sous-développé, il n'a donc même pas encore de nom propre. Le père d'Alan s'appelle Rodin, un homme travailleur et attentionné qui fait tout son possible pour subvenir aux besoins de sa famille. À en juger par son apparence et son comportement, Alan estime que Rodin a environ 20 ans. Sa mère s'appelle Dirja et Alan suppose qu'elle est probablement à la fin de son adolescence. En voyant à quel point ses parents sont proches et aimants l'un envers l'autre, Alan se dit que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il n'ait aussi des frères et sœurs plus jeunes. Plus tard cette nuit-là, après qu'Alan ait été mis au lit, il reste tranquillement allongé et commence à réfléchir. Il se souvient soudain que dans ce monde, il est censé être un invocateur. Curieux, il décide d'essayer d'ouvrir une fenêtre de statut pour vérifier ses statistiques. Cependant, au moment où il tente de le faire, quelque chose d'inattendu se produit. Au lieu d'une simple fenêtre, un grand livre se matérialise soudainement et flotte au-dessus de lui dans les airs. Alan pousse un cri de choc à cette vue soudaine, complètement effrayé par ce qui vient d'apparaître. Son cri attire immédiatement l'attention de ses parents. Réalisant que c'est grave, Alan panique et fait rapidement disparaître le livre flottant avant qu'il ne puisse le voir. Ses parents se précipitent pour voir ce qui se passe, mais quand ils constatent que rien d'étrange n'arrive, ils supposent qu'il faisait juste du bruit dans son sommeil. Pensant que ce n'est rien de grave, ils quittent la pièce en silence. Une fois qu'ils sont partis, Alan ressort prudemment le livre. Il apprend vite que le livre flottant est en fait un grimoire qui contient tous les détails sur ses statistiques et ses capacités. En le lisant, il confirme qu'il est bien un invocateur. Tout comme la classe qu'il a choisie dans le jeu, le livre explique qu'il peut invoquer des créatures, mais en raison de son jeune âge, il est actuellement limité à l'invocation d'insectes et de bêtes seulement. Malgré tout, Alan se sent extrêmement excité. Il veut invoquer quelque chose tout de suite, alors il essaie d'invoquer un insecte. Cependant, peu importe le nombre de fois qu'il essaie, rien ne se passe du tout. Après plusieurs tentatives infructueuses, Alan se force à se calmer et à réfléchir attentivement. Il se souvient d'une autre compétence listée dans le grimoire et décide d'essayer d'utiliser sa compétence de création en premier. Quand il l'active, quelque chose se produit enfin. Une carte de fabrication pour un insecte apparaît juste devant lui. Voyant cela, Alan réalise qu'il doit d'abord créer la créature avant de pouvoir l'invoquer. Maintenant qu'il a la carte de fabrication, il se prépare à invoquer l'insecte correctement. Au moment où il s'apprête à le faire, sa mère entre pour le vérifier.
Alan réagit instantanément, se rallongeant et faisant semblant de dormir. Même après que sa mère ait quitté la pièce, il remarque qu'il est soudainement très fatigué. Ses paupières sont lourdes et il réalise que se forcer à rester éveillé est inutile, décidant qu'il vaut mieux se reposer. Il choisit de s'endormir et de réessayer d'invoquer le lendemain matin. Le lendemain matin, quand ses parents ne le regardent pas, Alan ressort prudemment son grimoire. Cette fois, il réussit à compléter l'invocation. En un instant, une sauterelle géante apparaît et saute directement sur son visage. Alan panique mais se reprend vite et essaie de lui donner des ordres, lui disant de lui obéir. Malheureusement, la sauterelle ne montre aucun intérêt à écouter et s'éloigne simplement d'elle-même. Confus, Alan vérifie à nouveau le grimoire, espérant qu'il pourrait expliquer ce qui se passe. Il trouve les statistiques de la sauterelle écrites à l'intérieur du livre. Le grimoire l'informe également qu'il doit donner un nom à sa créature invoquée. Après avoir réfléchi un instant, Alan décide que Denka sonne comme un nom décent pour une sauterelle. Il regarde ensuite ses propres statistiques et réalise que l'invocation de Denka a en fait augmenté ses capacités. Cependant, avant qu'il ne puisse célébrer, sa mère entre soudainement dans la pièce. Elle remarque immédiatement Denka et comme elle a extrêmement peur des insectes, elle réagit sans réfléchir et écrase instantanément la sauterelle. Juste comme ça, Denka a disparu. Après quelques jours de plus à jouer avec ses compétences et à tester différentes choses, Alan réussit finalement à invoquer une autre créature. Cette fois, c'est une petite souris qu'il décide de nommer Muzi. Malheureusement, Muzi se révèle être tout aussi peu intelligent que Denka. Il n'écoute pas vraiment les ordres et fait surtout ce qu'il veut. Cependant, contrairement à Denka, Muzi possède une capacité utile appelée furtivité qui lui permet de se déplacer dans la pièce à une vitesse extrêmement rapide. Bien que Muzi ne soit toujours pas très obéissant, il utilisera au moins furtivité chaque fois qu'Alan lui dira, ce qui fait qu'Alan se sent un peu mieux concernant l'invocation. Alan passe le reste de la journée à étudier attentivement son grimoire. Il relit chaque page encore et encore, essayant de comprendre comment l'invocation fonctionne vraiment et ce qu'il doit faire pour invoquer des monstres plus forts qui peuvent suivre correctement les ordres. Il réfléchit à différentes méthodes, conditions possibles et combinaisons de compétences, mais peu importe ses efforts, il ne trouve pas de réponse claire. Au final, tous ses efforts ne mènent à rien et il se sent un peu frustré. Cet après-midi-là, le père d'Alan, Roden, rentre enfin à la maison. Ses vêtements sont tachés de sang et il est clair qu'il revient d'une chasse dangereuse. Roden raconte fièrement à Alan qu'il a réussi à abattre un sanglier massif. Il décrit ensuite à quel point il était grand et terrifiant, puis demande à Alan s'il veut aller le voir. En entendant cela, Alan devient incroyablement excité. Ce serait le premier vrai monstre qu'il ait jamais vu dans ce monde. Voyant à quel point son fils est ravi, Roden décide de l'emmener avec lui. C'est la première fois qu'Alan quitte la maison, alors il se sent ravi. À ce moment-là, son père pointe du doigt un vol d'oiseaux connu sous le nom d'Alba Irun. Pendant cette saison, ils volent ensemble vers le nord, signalant l'arrivée de l'automne. Roden explique ensuite à Alan qu'il l'a nommé d'après l'Alba Iro. Après environ 10 minutes de marche, ils arrivent à l'endroit où le sanglier est découpé. Plusieurs personnes sont déjà là, travaillant ensemble pour préparer le monstre. Au début, Alan est rempli d'excitation en le fixant de près. Cependant, après l'avoir examiné plus attentivement, cette excitation se transforme lentement en peur. Voir un monstre aussi grand et puissant en personne lui fait réaliser à quel point il est vraiment terrifiant. Alan comprend que s'il devait affronter quelque chose comme ça maintenant, il n'aurait aucune chance. Après un court instant, l'un de leurs voisins, un homme nommé Jirta, s'approche de Rodin et le félicite d'avoir vaincu le sanglier. Peu après, les autres villageois des environs commencent aussi à applaudir. Ils savent tous qu'abattre un tel sanglier n'est pas une tâche facile et que c'est une grande réussite. Rodin présente ensuite officiellement Alan à Gerda. Gerda reste complètement sans voix en voyant à quel point Alan est poli et bien élevé, surtout considérant qu'il n'a qu'un an. Mettant cela de côté, Alan demande à Gerda quelle est réellement la force d'un sanglier. Jirta explique que les sangliers sont naturellement des monstres de rang C et qu'il faut généralement une vingtaine de personnes travaillant ensemble pour en abattre un seul. En entendant cela, Alan prend discrètement note de l'information. Il réalise que cela lui donne un repère clair sur le type de force qui existe dans ce monde et ce à quoi il pourrait devoir faire face à l'avenir. Environ 10 mois plus tard, Alan reçoit une nouvelle excitante. Il découvre qu'il a enfin atteint le niveau 2 en tant qu'invocateur. Cette montée de niveau lui permet de créer des cartes de créatures de rang G, ce qui représente un grand pas en avant pour lui. De plus, il acquiert une toute nouvelle compétence qui lui permet de fusionner ses créatures invoquées. Le meilleur de tout, c'est que son espace d'inventaire double. Cela signifie qu'il peut désormais contenir 2 fois plus de buffs qu'avant, augmentant considérablement sa force potentielle. Cette nuit-là, après avoir fini de dîner, Alan se sent plus excité que jamais.
Avec son nouveau niveau, sa nouvelle compétence et son inventaire étendu, il se prépare avec impatience à tester sa technique de fusion pour la toute première fois. Mais Alan finit vite par être déçu en réalisant qu'il ne peut toujours pas utiliser sa technique de fusion sur ses cartes, même quand son MP est complètement plein. Peu importe ses efforts ou la minutie avec laquelle il suit le processus, la fusion ne s'active tout simplement pas, cela le frustre, mais il comprend qu'il est encore trop jeune et pas encore assez fort. Le temps passe, et au moment où Alan atteint ses 3 ans, il a fait des progrès clairs et notables sur son chemin d'invocateur. Après de nombreuses tentatives et beaucoup de pratiques, il réussit enfin à utiliser sa technique de fusion sur plusieurs de ses cartes. Grâce à ce processus, il parvient à fabriquer une carte d'oiseau, et l'oiseau qu'il en invoque est nommé Chappie. Chappie possède une capacité spéciale appelée mimétisme vocal, qui lui permet d'imiter parfaitement tout ce qu'Alan dit. Quand Alan entend Chappie copier sa voix, il réalise immédiatement à quel point cette capacité pourrait être utile. Il imagine l'utiliser pour confondre les ennemis, attirer les monstres dans des pièges ou créer des distractions pendant la bataille. En regardant tout ce qu'il a appris jusqu'à présent, Alan se sent satisfait de la profondeur et de la complexité de ce monde. Il s'avoue honnêtement que ce monde ressemble au summum du jeu hardcore, bien au-delà de tout ce qu'il a jamais vécu dans sa vie antérieure. Vers 3h de l'après-midi, une amie d'Alan, une fille nommée Krina, vient pour jouer. Comme d'habitude, ils commencent à jouer au chevalier et à se battre à l'épée avec des bâtons en bois. Au début, Alan la sous-estime, pensant que gagner serait facile pour lui. Cependant, à sa surprise, Krina est bien plus rapide et agile qu'il ne l'avait imaginé. Elle bouge vite, esquive ses attaques et riposte avant qu'il ne puisse réagir. Alan a du mal à suivre son rythme et avant qu'il ne s'en rende compte, il finit par perdre le combat. À la fin de la journée, Alan est complètement épuisé et a été sévèrement battu par Krina. Son corps lui fait mal et sa fierté est blessée. Mais au lieu de se sentir découragé, il se jure silencieusement qu'il deviendra plus fort avant leur prochaine bataille. Cette nuit-là, une nouvelle importante est révélée à la famille. Dergia annonce qu'elle est enceinte. En entendant cela, Alan dit à son père qu'il veut aider à la récolte des pommes de terre puisque sa mère ne pourra plus autant aider. Au fond de lui, Alan sait qu'il s'en sortira bien avec le travail physique, car il a maintenant l'endurance d'un adulte. Cependant, ses parents ne le savent pas. Ils lui disent gentiment qu'un enfant de son âge ne devrait pas avoir à travailler et qu'il devrait plutôt se concentrer sur le jeu et s'amuser. Ils l'encouragent à continuer de passer du temps avec Krina car ils ont remarqué à quel point il a l'air heureux quand ils jouent ensemble le soir. Ils ont aussi mentionné qu'ils attendaient avec impatience la cérémonie d'évaluation d'Alan. Alan n'a aucune idée de ce que c'est, alors Jay explique que quand il aura 5 ans, il y aura une cérémonie divine pour déterminer quel genre de talent il possède. Ils espèrent vraiment qu'Alan recevra un bon talent, un qui pourrait enfin libérer leur famille de la vie de serf. Quelques mois plus tard, pendant la saison hivernale, Alan oublie accidentellement de ranger Denka. À cause de cela, sa mère voit soudainement l'insecte. Terrifiée, Derja glisse et tombe au sol. Quand Roden se précipite pour la voir, Derja lui dit que ses os ont rompu et que le bébé arrive. Krina se trouve être à proximité à ce moment-là. Comme elle et Alan avaient une autre journée de jeu, Rodin demande rapidement à Krina d'aller chercher ses parents car ils ont de l'expérience pour aider aux accouchements. Peu de temps après, Gerda et sa femme Mathilda arrivent pour aider Tereja. Mathilda prend les choses en main et se prépare à accoucher. Elle ordonne immédiatement à tous les hommes de sortir de la maison, disant qu'elle a besoin d'intimité pour bien travailler. La longue nuit passe et le lendemain matin, les garçons se réveillent au son d'un bébé qui pleure. Ils se précipitent et constatent que le bébé a été mis au monde en toute sécurité. Derja demande à Rodin de nommer l'enfant. Sans trop y réfléchir, Rodin décide de le nommer Mèche. Derja adore instantanément le nom, mais après y avoir pensé quelques secondes, elle se demande si le nom vient d'un monstre. Rodin admet que oui, mais Derja ne peut nier que ça sonne bien. Elle se met à rire et tout le monde la rejoint. Tandis qu'ils rient ensemble, Alan les observe silencieusement. En repensant à tout, Alan réalise qu'il n'a jamais vraiment compris pourquoi il avait été réincarné au départ. Mis à part son désir désespéré de jouer à un jeu hardcore avec un équilibre terrible, il se souvient à quel point son ancienne vie était misérable et dénuée de sens et réalise qu'il est tout à fait d'accord pour la laisser derrière lui. Dans ce nouveau monde, il se sent libre, sans contrainte et plein de possibilités. Plus que tout, il sait que cette nouvelle famille est la meilleure partie de sa nouvelle vie. Il ne sait pas encore comment il va s'y prendre, mais Alan se fait une promesse silencieuse. Quoi qu'il en coûte, il libérera sa famille de la dure vie de serf. Le temps passe, et au moment où Alan atteint ses 5 ans, le père d'Alan l'emmène se promener à travers un vaste champ de fleurs et commence à lui parler de la cérémonie d'évaluation.
Selon lui, c'est une cérémonie spéciale à laquelle chaque enfant de leur village doit participer une fois qu'il a 5 ans. Si un enfant est découvert posséder un talent, cela pourrait permettre à l'enfant et à sa famille de s'élever et d'échapper à leur vie de serf. Cependant, Rodin explique à Alan que ce ne sera pas facile du tout, car il y aura beaucoup de concurrents puisque leur village est très densément peuplé. En chemin, il rencontre Corina et son père, et les 4 décident de voyager ensemble vers un village de roturiers voisins. Peu de temps après, ils arrivent au village des roturiers et Alan est choqué que les gens qui y vivent soient même considérés comme des roturiers, car ils sont bien soignés et portent des vêtements bien plus beaux que les siens. Peu après ce moment, la cérémonie d'évaluation est prête à commencer. Alors les prêtres ouvrent lentement la grande porte principale et demandent d'abord aux gens du commun de montrer leur respect à Elmia, le dieu de la création. Après cela, ils continuent en disant que les héros du royaume ne viennent pas seulement de personnes de haut rang, de pouvoir ou de statut, mais peuvent aussi venir de simples serfs. Alan entend cela et sait immédiatement que c'est vrai. Car quand il lisait l'épilogue du jeu, il était clairement dit que des classes comme le héros et le seigneur de l'épée devaient commencer d'une basse classe sociale. Au début, il croyait que ce n'était qu'une règle de jeu ennuyeuse, sans réelle signification, mais il réalise vite qu'elle s'applique au monde entier. À cause de cette règle, tout le monde, quel que soit son statut ou son origine, doit prendre part à la cérémonie. Une fois cette explication terminée, les roturiers avancent calmement et se dirigent lentement à l'intérieur du bâtiment. Une fois à l'intérieur, Alan remarque une statue au centre et suppose que ce doit être le dieu adoré dans ce monde, Olmia. Peu de temps après, la cérémonie d'évaluation commence, en commençant par le chef du village et son fils, Palomas. Palomas avance vers la boule de cristal et y pose sa main, ce qui fait s'illuminer l'écran et annonce qu'il a le talent de devenir marchand. Son père saute immédiatement de joie et se précipite pour le serrer dans ses bras, soulagé de réaliser que son fils n'est finalement pas inutile. Alan observe avec une admiration totale quand tout à coup, son grimoire apparaît flottant devant lui et commence à écrire plusieurs chiffres sur ses pages. Cela lui fait réaliser que les attributs sont maintenant affichés comme des valeurs claires au lieu de nombres cachés. Ce qu'il aime le plus, c'est qu'il est le seul à pouvoir voir le grimoire, ce qui signifie qu'il peut l'utiliser librement comme il veut, sans que personne ne le remarque. La cérémonie continue tandis que les enfants célèbrent joyeusement avec leurs parents après avoir reçu leurs nouvelles compétences. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'acquérir un talent, laissant certains d'entre eux déçus. L'enfant suivant est Dagora, et il pose sa main sur le cristal, le faisant s'illuminer. Le prêtre l'informe que son talent est d'être un utilisateur de hache. Dagora saute immédiatement de joie et court vers son père pour célébrer. Un par un, chacun reçoit son jugement de talent et quitte la zone jusqu'à ce qu'il ne reste qu'Alan et Kreina. Debout avec leurs parents, Kreina se précipite rapidement vers la boule de cristal, excitée et impatiente de découvrir quel genre de talent elle possède. Au moment où elle la touche, une lumière vive jaillit du cristal. Et quand vient le moment d'annoncer son talent, même les prêtres sont choqués par le résultat. La plupart de ses statistiques sont presque au maximum et il est révélé qu'elle possède le talent d'un seigneur de l'épée, connu comme l'un des talents les plus rares et les plus puissants. Son père est fou de joie, croyant que sa fille unique pourrait enfin être son moyen de sortir des tranchées, mais Krina elle-même n'a pas l'air très heureuse car elle voulait en fait devenir une simple épéiste. Alan n'est pas du tout surpris car il a toujours cru qu'il y avait quelque chose de spécial chez elle. Il est aussi excité, espérant que ses parents apprendront qu'il est un invocateur. Alors il s'approche avec assurance du cristal pour que son propre talent soit révélé. Il pose sa main dessus et une lumière aveuglante jaillit, le projetant violemment avant qu'il ne s'écrase lourdement au sol. Rodin se précipite alors vers l'un des prêtres, lui demandant si son fils a enfin éveillé un talent unique. Mais le prêtre, lui, annonce qu'Alan n'a absolument aucun talent. Rodin ne paraît pas le moins du monde affecté, au contraire, il prend calmement Alan par les épaules et lui dit qu'il est grand temps pour eux de rentrer à la maison. Tous deux rentrent ensuite chez eux, où Zhao et Mash, le petit frère d'Alan, les attendent déjà pour leur réserver un accueil des plus chaleureux et joyeux. Plus tard dans la soirée, Rodin s'assied avec Alan et lui dit de ne surtout pas se sentir mal de son absence de talent, expliquant que cela ne changerait jamais l'amour qu'il lui porte. Malgré tout, Alan se sent tout de même un peu déçu de n'avoir pas reçu de talent qui lui soit propre. Cependant, il reste profondément reconnaissant et heureux d'être né au sein d'une famille aussi attentionnée et aimante. Plus tard dans la nuit, Alan est allongé, les yeux ouverts, son grimoire étalé devant lui. En le parcourant une nouvelle fois, il remarque que chacun de ses attributs y est listé comme étant de rang E. Au moins, cette journée lui a permis de réaliser une chose capitale. Il est la seule personne au monde à jouer en mode enfer.
Alan suppose que ce système de classement reflète très probablement le potentiel de croissance qu'une personne peut espérer en montant de niveau. C'est pourquoi il pense que si toutes ses capacités sont de rang E, c'est parce qu'il a choisi la difficulté, mode enfer, ce qui réduit probablement sa progression à 1/100 de ce qu'elle devrait normalement être. Cela ne peut signifier qu'une chose, les statistiques affichées dans le grimoire ne représentent qu'une infime fraction de son véritable potentiel. Alan réalise qu'une telle difficulté est généralement le point où la plupart des gens abandonneraient, mais pas lui. Il s'est donné pour mission de prouver qu'il est capable de conquérir n'importe quel jeu hardcore qu'il décide d'affronter. Le lendemain, Alan et sa famille se dirigent vers la maison de Krina pour célébrer son talent de seigneur de l'épée. En chemin, Alan ne peut s'empêcher de remarquer que son père semble contrarié par quelque chose. Bien qu'il ne veuille manifestement pas en parler, cette mauvaise humeur suit Rodin jusqu'à la maison de Krina. Quand vient le moment pour tous de commencer à boire ensemble, Rodin et Gerda se mettent à se chamailler pour quelque chose de totalement futile. Alan les observe se disputer et se demande si l'attitude de son père ne serait pas due à la jalousie, Krina étant devenue une seigneur de l'épée. Cependant, il rejette rapidement cette idée, sachant que son père n'est pas du tout une personne aussi mesquine. La dispute continue de s'intensifier, Rodin et Gerda se criant mutuellement dessus avec force. Soudain, Gerda lâche une véritable bombe, révélant que Rodin avait un jour déclaré vouloir couper tous les liens avec leur famille. Tous ceux qui entendent cela sont laissés complètement sous le choc. Rodin admet que c'est vrai, mais explique que ce n'est absolument pas par choix. Il affirme que le talent de Krina est unique en son genre, une chance sur 1 million, et pourrait même la propulser sur la voie de la noblesse. C'est pourquoi il estime qu'il ne devrait pas risquer son avenir en continuant de s'associer avec de simples serfs comme eux. Même après cette explication, les deux hommes continuent de se disputer encore un bon moment jusqu'à ce que leurs épouses interviennent enfin pour leur remettre les idées en place. Mantilda et Derja expliquent alors la vérité, révélant qu'ils sont tous les 4 des amis d'enfance ayant grandi ensemble dans le même village. Apparemment, Gerda et Rodin ont toujours été de véritables têtes de mule, des brutes épaisses cherchant constamment des excuses pour se quereller, bien que le fait de devenir père ait réussi à les apaiser un peu. Se remémorer de vieux souvenirs aide chacun à se calmer et ils passent le reste de la nuit à s'amuser et à partager de l'alcool ensemble. Le lendemain, les rumeurs concernant les talents de Krina se répandent à toute vitesse, et avant même qu'on ne s'en rende compte, l'ordre des chevaliers commence à planifier une visite spéciale pour la rencontrer en personne. Peu de temps après, les chevaliers arrivent au village, montés sur leurs chevaux. Dès leur arrivée, Krina et son père se précipitent vers le commandant des chevaliers pour la présenter comme il se doit. Pendant qu'ils discutent, Alan observe de loin et commence à se demander si cela signifie que Krina devra quitter le village pour devenir un jour une chevalière à part entière. Il comprend parfaitement que c'est là la voie qu'elle est destinée à suivre, mais malgré tout, il s'avoue qu'elle va terriblement lui manquer lorsque ce jour arrivera. Après que le commandant ait longuement parlé avec Gerda, il parvient soudain à une conclusion des plus sévères. Il prétend qu'ils ont peut-être menti concernant la possession par Krina du talent de seigneur de l'épée. C'est pourquoi il déclare qu'elle doit le prouver lors d'un duel contre le vice-capitaine. Si elle échoue, elle sera exécutée sur le champ, car mentir sur son talent est un crime passible de la peine de mort. Gerda refuse catégoriquement, incapable d'accepter qu'une personne aussi âgée et expérimentée que le vice-capitaine soit contrainte de s'entraîner avec une enfant de 5 ans. Alan ressent la même chose, mais il sait qu'il ne peut absolument rien faire pour empêcher cela. Krina jette un œil à l'épée qu'elle utilisera pour le duel et remarque à quel point elle est brillante et magnifique. Rien que cela l'excite et elle accepte immédiatement le duel, disant à son père de ne pas s'inquiéter. En entendant cela, Gerda ne sait même plus quoi dire et il est laissé complètement abasourdi. Sur ces mots, le duel entre Krina et le vice-capitaine Labran commence. Pendant les tout premiers instants, les deux adversaires semblent de force égale. Cependant, Leibrand utilise rapidement sa force écrasante pour maîtriser Krina et la projeter violemment contre un mur. Gerda voit cela et tente désespérément d'intervenir, mais les chevaliers le maîtrisent et le retiennent de force. À cet instant précis, le commandant des chevaliers croit déjà que le combat est bel et bien terminé. À sa grande surprise, Krina se relève soudainement, auréolée d'une faible aura bleutée. Elle charge droit sur Leibrand et déchaîne un barrage de coups d'épée 10 fois plus rapides et plus puissants que ses attaques précédentes. Leibrand peine à suivre et avant même qu'il ne s'en rende compte, son épée est tranchée net en deux. Voyant cela, le commandant met immédiatement un terme au duel. Le vice-capitaine est laissé dans une incrédulité totale, incapable de comprendre comment lui, un homme de 24 ans, a pu être vaincu par une fillette de 5 ans. La foule éclate en acclamations retentissantes pour Krina. Maintenant pleinement convaincue qu'elle est bel et bien la seigneur de l'épée, Gerda ressent une fierté écrasante en voyant sa fille surmonter des obstacles qui semblaient impossibles. Peu de temps après, le commandant s'approche de Gerda et déclare qu'il n'y a désormais plus aucun doute quant au talent de Krina. Il ajoute qu'il aimerait avoir l'opportunité de discuter de son avenir avec lui.
Bien que Gerda soit toujours en colère d'avoir été contraint de faire subir à Krina une épreuve aussi dangereuse, il accepte de discuter. Il se dirige vers la résidence du chef du village où la discussion débute autour d'un dîner. Le commandant des chevaliers se présente sous le nom de Xénophe et explique qu'il a été envoyé par le seigneur du pays afin de confirmer si un seigneur de l'épée existait réellement. Après avoir été témoin du duel en personne, il le confirme avec une grande assurance. Xénophe annonce ensuite une autre décision importante prise par le seigneur du pays. Bien que le village devait initialement être nommé en l'honneur du chef du village, la découverte d'un seigneur de l'épée a absolument tout changé. Pour l'honorer, le village sera désormais baptisé Village de Krina. Après cela, Xénophe s'excuse auprès de Gerda d'avoir soumis sa fille à une épreuve aussi brutale. Gerda n'est pas du genre à garder rancune, alors il accepte les excuses et passe l'éponge. Xénophe dit ensuite à Gerda de continuer à élever Krina exactement de la même manière qu'il l'a toujours fait. Une fois qu'elle aura atteint l'âge de 12 ans, elle sera envoyée à l'Académie royale pour y étudier et maîtriser pleinement son talent. En entendant cela, Alan est très excité à l'idée d'une académie remplie de personnes possédant des talents similaires aux siens. Cependant, à mesure que la conversation progresse, Alan commence à se demander pourquoi Dagora, l'un des enfants ayant reçu le talent de la hache, est également présent. Xénophe salue Dagora et lui dit de travailler aussi dur que possible pour s'entraîner et ainsi obtenir un jour son admission à l'académie. Une fois cela réglé, Xénophe tourne son attention vers Alan et remarque alors quelque chose d'assez inhabituel. Il trouve étrange qu'Alan ait à la fois les cheveux et les yeux foncés, une combinaison plutôt rare. Lorsque Xénophe apprend qu'Alan est le fils de Rodin, le chasseur de sangliers, il se lève immédiatement et lui rend ses respects. Xénophe explique que Rodin est connu comme une figure légendaire au sein du village, un homme responsable de la gestion de la plupart des tâches dangereuses durant les chasses. Il est considéré comme un véritable héros par l'ensemble de la population. Alors qu'Alan écoute attentivement tout cela, il se sent fier d'entendre son père être loué si hautement. Au fond de son cœur, Alan réalise que son père est bel et bien un héros, après tout. Plus tard dans la soirée, Gerda et Rodin se font leurs adieux. Rodin pense que Krina pourrait devenir une héroïne un jour, mais il est encore plus impressionné par le fait qu'elle ait été reconnue par le Seigneur. Il dit ensuite à Alan de continuer à travailler dur, affirmant qu'il est destiné à de grandes choses, étant son fils après tout. À cet instant précis, Alan sort quelques fruits qu'il a dérobés lors de la réunion, et Rodin fait de même, ce qui les fait rire tous les deux de bon cœur. Quelque temps plus tard, Alan est vraiment surexcité car il a enfin fait monter de niveau sa compétence d'invocateur. Son grimoire indique désormais qu'il possède une compétence améliorée, alors il se demande si cela signifie qu'il pourra invoquer des créatures plus puissantes. Il est encore plus excité en pensant qu'il pourra un jour invoquer quelque chose d'aussi impressionnant qu'un dragon. Il lui a fallu 2 longues années pour atteindre ce jalon, alors quand il y réfléchit, il réalise que cela valait en fait tous les efforts et toute l'attente. Plus tard dans la soirée, Birja et Rodin annoncent qu'ils vont avoir un nouvel enfant et ils supposent que ce sera une fille. C'est pourquoi ils commencent tous à réfléchir à des noms possibles pour le futur bébé. Le grimoire d'Alan apparaît soudainement et après qu'il l'ait ouvert, il y voit le nom du dieu de la création inscrit. Sans trop réfléchir, il suggère d'appeler le bébé Elmia. Ses parents lui disent aussitôt de se taire et le préviennent qu'il ne prononce jamais le nom de leur dieu en vain. Alan réalise qu'il a commis une gaffe, alors il tente rapidement de changer de sujet pour éviter d'autres ennuis. Pour ce faire, Alan fait remarquer que la cicatrice de son père est déjà en train de se refermer. Rodin explique qu'il a obtenu cette cicatrice en réussissant l'une des épreuves des dieux lors d'une chasse au sanglier. Alan n'a absolument aucune idée de ce qu'est une épreuve des dieux, alors Rodin prend le temps de la lui expliquer. Il explique que c'est un moment très spécial qui survient parfois lorsqu'ils sont en pleine chasse. Durant cet instant, ils ressentent une soudaine explosion d'énergie qui efface toutes leurs blessures et leur épuisement, les faisant se sentir à nouveau rafraîchis et pleins de force. Quand Alan entend cela, il réalise que c'est exactement ainsi que les gens de ce monde décrivent la montée de niveau. Tout cela prend soudainement beaucoup plus de sens pour lui. Même si sa compétence d'invocation a progressé, il comprend qu'il restera toujours au niveau 1 à moins de parvenir à vaincre de véritables monstres. Le simple fait d'améliorer une compétence ne suffit pas. Il sait que s'il veut réellement devenir plus fort, il lui faut une véritable expérience de combat. C'est pourquoi Alan décide qu'il doit prendre la chasse beaucoup plus au sérieux. Il demande à son père s'il peut l'accompagner à la chasse afin de gagner de l'expérience et peut-être même monter de niveau pour de bon. Cependant, son père le repousse immédiatement. Rodin lui rappelle que la chasse n'est absolument pas un jeu ou un simple exercice d'entraînement. Il explique à Alan que cela comporte de réels dangers et de très graves conséquences et que les erreurs commises durant une chasse peuvent coûter la vie à des gens. En entendant cela, Alan comprend que devenir plus fort ne sera absolument pas chose aisée. Mais cela ne signifie pas qu'il sera prêt à abandonner aussi facilement. Plus tard dans la nuit, juste avant qu'Alan n'aille se coucher, il sort son grimoire et constate qu'il vient de recevoir un message d'Elmia. Le message explique que lors de la cérémonie d'évaluation, ses statistiques ont été affichées comme étant de rang E parce qu'il se trouve en mode enfer.
Cependant, le message révèle également ses véritables statistiques brutes. Alan est soulagé et heureux de constater que ses statistiques réelles sont en fait au même niveau que celles de Krina. Cela le rend beaucoup plus confiant quant à son avenir. Se sentant curieux et désireux d'expérimenter, Alan décide d'essayer d'utiliser sa compétence améliorée sur Denka. Exactement comme il s'y attendait, la compétence amplifie toutes les statistiques que Denka possédait déjà. Quand Alan matérialise Denka, même si ce dernier n'a pas beaucoup grandi, Alan peut dire, rien qu'en le regardant, qu'il a clairement été amélioré et est devenu bien plus fort. C'est alors que sa mère entre dans la pièce et aperçoit l'insecte. Elle prend peur en le voyant et l'écrase rapidement du pied. Malgré cela, Alan ne baisse pas les bras, il passe le reste de la nuit à invoquer et à tester ses compétences. Au matin, il parvient à une réalisation capitale. Les améliorations qu'il applique à une carte ne disparaissent pas. Cela signifie que tant qu'il dispose de suffisamment de PM à sa disposition, il devrait améliorer toutes les cartes de son inventaire afin de les rendre plus puissantes au fil du temps. Peu de temps après, Rodin part pour la chasse. Tout le monde lui dit au revoir et lui souhaite bonne chance avant son départ. Plus tard, alors qu'Alan s'occupe de diverses tâches ménagères, il réalise qu'il n'a pas été capable de réaliser de nouvelles fusions. Même après avoir tenté plusieurs combinaisons différentes, il commence à se sentir un peu frustré. La seule et dernière combinaison possible qu'il n'a pas encore essayée est celle d'un oiseau et d'un insecte. Quand il essaie enfin de les fusionner, il sourit en voyant le résultat, du moins au début. Cependant, ce sourire s'estompe rapidement lorsqu'il réalise que la nouvelle carte qui a été créée n'est en fait qu'une simple pomme. Au début, il se sent déçu, pensant que la fusion a échoué d'une étrange manière. Mais ensuite, il décide de vérifier minutieusement les bonus de la carte. Alors qu'il les parcourt, son sourire réapparaît. Il réalise qu'il a enfin obtenu une créature qui confère un bonus de PM. C'est une avancée majeure pour lui car cela signifie qu'il pourra effectuer bien plus d'actions et d'invocations au cours d'une seule et même journée. Avant cela, il était persuadé qu'il lui faudrait plusieurs décennies pour monter de niveau. Désormais, grâce au bonus de PM de cette créature, il réalise que la montée en niveau pourrait être réduite à seulement quelques années au lieu de cela. Alan matérialise la carte et l'étrange créature en forme de pomme se matérialise devant lui. En la contemplant, Alan décide qu'elle a besoin d'un nom qui lui soit propre. Après avoir réfléchi un court instant, il sourit et décide de nommer la créature Apo. Après un court instant, Apo montre à Alan sa compétence bosso spéciale. Apo s'enfonce dans le sol puis se transforme en une longue tige qui libère le doux parfum d'une huile essentielle. Alan est en train de respirer cette odeur quand il aperçoit soudainement sa mère s'approcher de lui. Il tente rapidement de se débarrasser de la tige, mais celle-ci ne disparaît pas. Sa mère s'approche et remarque la tige, mais elle n'y prête pas beaucoup d'attention car elle dégage une odeur si agréable et apaisante. Plus tard dans la journée, Krina vient pour s'entraîner. Durant leur séance de sparring, Krina domine complètement Alan, le battant facilement à maintes reprises. Cependant, une fois leur entraînement terminé, Krina admet qu'Alan est devenu un peu plus résistant qu'auparavant. Alan est choqué d'entendre cela et il vérifie immédiatement son grimoire. En le consultant, il constate que ses compétences d'endurance et d'attaque ont toutes deux été améliorées. Il commence à se demander si l'arôme doux et enivrant d'Apo ne lui aurait pas conféré ses boosts. Cependant, il n'a aucun moyen concret de le prouver ou de le tester correctement. Alors pour l'instant, il décide de laisser cette pensée de côté. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, Alan réalise qu'ils ont désormais une grande quantité de foin grâce à Apo. Après avoir effectué quelques tests assez simples, Alan comprend enfin comment la compétence d'Apo, arôme, fonctionne véritablement. Il apprend que cet arôme peut raccourcir le temps de récupération des PM, le faisant passer de 6 heures à seulement 5 heures. Cela lui permet d'effectuer davantage d'activités et d'invocations en une seule journée, ce qui représente un avantage considérable pour sa progression. Malgré tout, Alan ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise, car il a toujours l'impression de ne jamais avoir suffisamment de temps pour accomplir tout ce qu'il désire et doit faire. Plus tard dans la nuit, Alan et sa mère commencent à s'inquiéter car Rodin n'est pas encore rentré, et l'heure est bien plus avancée que ce qu'il aurait dû être. L'inquiétude se transforme alors lentement en peur à mesure que le temps s'écoule. Puis, ils entendent soudainement des bruits assourdissants venant de l'extérieur. Quand ils se précipitent dehors pour voir ce qui se passe, ils aperçoivent plusieurs aventuriers transportant Rodin sur une civière. Il est manifestement gravement blessé et à peine conscient. Quand ils ramènent enfin Rodin à l'intérieur, Gerda explique ce qui s'est passé. Il leur raconte que Rodin a reçu une défense de sanglier en plein ventre, ce qui l'a laissé dans un état si terrible. Ils ont réussi à maintenir Rodin en vie pour le moment grâce à une herbe de guérison spéciale. Gerda admet que sans cette herbe, Rodin serait déjà mort, même avec l'herbe. Cependant, cela ne suffit toujours pas à le guérir entièrement et il se retrouve avec une blessure large et dangereuse. Alan demande à Gerda comment une telle chose a bien pu arriver. Gerda explique que ce n'était pas uniquement la faute d'un seul roturier. Normalement, les roturiers ne prennent même pas part aux chasses aux sangliers car elles sont bien trop dangereuses, mais cette année-là fut différente.
De nombreux roturiers s'étaient portés volontaires pour rejoindre la chasse car ils avaient entendu des récits sur Rodin, le présentant comme un grand héros de la chasse. Ils croyaient que tant que Rodin serait présent, ils seraient en sécurité. Gerda admet que ni lui ni Rodin ne se sentaient à l'aise de permettre à des roturiers de les accompagner à une chasse aussi périlleuse. Cependant, comme ils ne pouvaient pas refuser les ordres du chef, ils n'eurent d'autre choix que de laisser les roturiers se joindre à eux. Même si cela mettait tout le monde en plus grand danger, les roturiers se sont vus enseigner les formations et tactiques appropriées pour savoir quoi faire si jamais quelque chose tournait mal. Dès que les choses ont effectivement mal tourné, la peur s'est emparée d'eux et ils ont commencé à paniquer et à rompre la formation. Au lieu de suivre le plan, ils se sont mis à courir dans la plus grande confusion. L'un des roturiers était sur le point de se faire poignarder, mais c'est alors que Rodin est intervenu et a fini par être celui qui a été blessé. Plus tard dans la nuit, Rodin se réveille enfin et tout le monde est soulagé de constater qu'il a survécu. Cependant, Alan ne peut s'empêcher de se blâmer lui-même. Il réalise qu'il a été majoritairement inutile durant cette crise, alors qu'il aurait pu apporter bien plus d'aide. Il comprend qu'il a été bien trop concentré sur la montée de niveau et l'amélioration de ses propres capacités, et à cause de cela, il a choisi de ne pas prêter suffisamment attention à ce qui se déroulait autour de lui et aux personnes qui avaient besoin de son aide. Il se souvient qu'il a une famille qu'il doit protéger et il en fait silencieusement sa mission personnelle de devenir suffisamment fort pour véritablement les protéger. Peu de temps après, Gerda arrive et dépose la portion de viande de Rodin qu'ils ont chassée. Après cela, Gerda dit à Rodin de ne s'inquiéter de rien durant l'hiver et de se concentrer uniquement sur son rétablissement. C'est alors qu'Alan prend également la parole. Il dit à son père de se reposer et de prendre les choses avec calme, car à partir de ce moment, Alan va s'occuper de tout et subvenir aux besoins de la famille pendant que Rodin se rétablit. Le lendemain, Alan tient sa promesse. Il effectue un travail ardu comme aller chercher de l'eau au puits et la transporter jusqu'à remplir leurs réserves. Gerda montre ensuite à Alan comment récolter les cultures de la ferme. Au début, Gerda pense que le travail pourrait être bien trop lourd pour Alan. Cependant, à sa grande surprise, Alan récolte chaque tige avec une facilité déconcertante et sans ralentir le moins du monde. Cela fait réaliser à Gerda qu'Alan est en fait beaucoup plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Peu de temps après, le chef du village rend visite à leur foyer accompagné du roturier qui a causé la blessure de Rodin. Le roturier s'excuse immédiatement auprès de Rodin pour ce qui s'est produit. Tout le monde s'attend à ce que Rodin soit en colère ou qu'il garde rancune. Au lieu de cela, à leur grande surprise, Rodin lui dit calmement d'être plus prudent la prochaine fois. En voyant cela, Alan ressent un profond sentiment d'admiration pour son père et réalise à quel point il est véritablement noble et bon. Plus tard dans la journée, Alan se dirige vers le champ de fleurs et en dégage une partie afin de pouvoir utiliser cette zone pour y poser des pièges et attraper de la viande. Il invoque alors quelques petites grenouilles et les utilise pour l'aider à mettre son plan à exécution. Après avoir tout mis en place, Alan se cache dans les buissons et attend patiemment que quelque chose morde à l'hameçon. Il attend un long moment et pourtant, rien ne se passe. Alan commence alors à penser que c'est peut-être terminé et que son plan a échoué. Puis, soudainement, un oiseau gigantesque surgit et se pose dans la clairière. En y regardant de plus près, le cœur d'Alan se glace. Il comprend que ce n'est pas un simple oiseau, mais un albaéron, une créature de rambée très dangereuse. Alan n'avait cherché à attirer que de petits animaux et oiseaux, et il n'aurait jamais imaginé qu'une telle bête puisse apparaître. Alan sait pertinemment qu'il n'a aucune chance réelle de vaincre un monstre pareil. Sa première réaction est donc de faire demi-tour et de s'enfuir à toutes jambes. Mais à cet instant précis, son système s'illumine, lui annonçant que sa compétence améliorée vient d'atteindre le niveau 2. En voyant cela, Alan se dit que le risque pourrait valoir la peine d'être pris pour tester cette nouvelle capacité sur l'albaéron. Alan fonce alors son épée à la main pour attaquer, mais l'albaéron le repousse sans la moindre difficulté. Suite à cela, Alan invoque plusieurs loups qui se ruent aussitôt pour mordre et attaquer l'albaéron. Un instant, Alan se prend à croire qu'il pourrait réellement avoir une chance de l'emporter, mais la situation dégénère rapidement lorsqu'il constate que l'albaéron dévore tout simplement ses loups sans le moindre effort. N'ayant plus d'autres options, Alan tente une nouvelle attaque avec son épée, mais cette fois, il est projeté au loin avec une violence encore plus grande qu'auparavant. L'albaéron s'approche alors, se dresse au-dessus de lui, manifestement prête à le dévorer. Alan lève son épée pour se défendre, son corps entier tremblant, se demandant si c'était vraiment la fin pour lui. En ultime recours, il invoque deux sangsues qui se mettent aussitôt à aspirer une bonne partie du sang de l'albaéron. Cela commence à affaiblir légèrement l'albaéron, lui offrant ainsi un bref instant pour réfléchir posément à sa prochaine action, à ce qu'il devrait faire ensuite. Il sait qu'il est désormais bien plus faible, ayant perdu quelques-unes de ses invocations et de ses améliorations, mais il estime que cela ne devrait pas poser de problème majeur. En effet, il a déjà un plan bien défini pour terrasser cette bête d'un seul coup, puissant et décisif. Alan invoque de nouveau ses loups et ordonne à la fois aux loups et aux sangsues de se ruer en avant pour attaquer simultanément. Tandis qu'il fonce, il s'élance lui aussi et assène un coup d'épée décisif directement sur la tête de l'alba-huron. L'attaque est suffisamment puissante pour terrasser l'alba-huron et le maintenir au sol définitivement.
Son grimoire l'informe alors qu'il vient de vaincre un Albaeron et qu'il a ainsi gagné 100 points d'expérience. En voyant ce message, il est pris d'une immense euphorie et d'une grande excitation, et il prend un instant pour savourer sa victoire. Ensuite, Alan ramène l'Albaeron à sa famille, qui est stupéfaite de voir que quelqu'un qu'il considérait comme une mauviette ait pu vaincre un monstre de Randé, et ce, entièrement seul. Gerda lui propose alors de l'aider à saigner correctement l'Albaeron. Après avoir solidement attaché la bête, Gerda explique à Alan en détail comment la viande doit être découpée et séparée, et il précise également quelles parties du monstre sont sûres et propres à la consommation. Gerda ajoute par ailleurs que tous les monstres possèdent des pierres magiques en leur sein, et que toute pierre magique découverte chez une créature de rang supérieur à D est assujettie aux lois fiscales de leur royaume. Cependant, il ne considère pas cela comme un problème majeur car la pierre serait de toute façon inutile pour de pauvres serfs comme eux. Malgré tout, Gerda est convaincu qu'ils obtiendront un meilleur prix pour leur part de viande auprès du chef, une fois qu'ils lui auront expliqué qu'Alan était le chasseur, son père étant blessé et incapable de le faire lui-même. Le lendemain, au bureau du chef, tous deux mettent leur plan à exécution, utilisant la blessure de Roden comme un puissant levier. Au début, le chef insiste fermement sur le fait qu'il ne devrait recevoir que la plus petite part de la viande. Cependant, après qu'il continue de le presser en lui rappelant la gravité de la blessure de Roden et le fait qu'un enfant comme Alan ait dû risquer sa propre vie, le chef finit par céder et accepte de leur accorder une part plus importante, exactement comme il l'avait envisagé dès le départ. Le chef leur annonce qu'ils pourront conserver toute la viande pour eux, tandis que lui ne prendra que les ailes et les pierres magiques. Cependant, Alan, voulant aller plus loin, demande au chef s'ils seront autorisés à poursuivre ce type d'arrangement commercial à l'avenir également. Gerda fait de son mieux pour aider à convaincre le chef, et après avoir mûrement réfléchi, le chef finit par accepter leurs conditions et leur permet de poursuivre sous le même arrangement sans problème. 3 jours plus tard, Alan emploie la même tactique que la fois précédente pour affronter 2 autres Albaeron. Le fait d'avoir déjà réussi à en vaincre un lui a conféré une confiance bien plus grande. Ainsi, cette fois, il parvient à les vaincre tous les deux, grâce à l'aide de ses sangsues, de ses loups et de son épée en bois, et il y arrive en un temps record. Alan partait chasser tous les 3 jours depuis sa première victoire, mais c'est la toute première fois qu'il ne perd aucune de ses invocations, il est donc extrêmement satisfait de ses résultats. Le grimoire d'Alan s'illumine alors, confirmant qu'il vient de vaincre 2 Albaeron et d'acquérir 200 points d'expérience. Plus important encore, il l'informe également que son niveau a progressé et qu'il a désormais atteint le niveau 2. Il est pris d'une excitation extrême en voyant cela et vérifie aussitôt ses statistiques. En les consultant, il constate que tous ses points de vie et de magie ont été entièrement restaurés après cette montée de niveau. Cependant, il remarque également que l'augmentation de ses statistiques n'atteint qu'environ 60% de ce qu'elle devrait être normalement. Il n'y réfléchit pas trop longtemps, supposant qu'il ne bénéficie peut-être pas de tous les avantages, puisqu'il vient tout juste d'atteindre ce nouveau niveau. Malgré cela, il est toujours très heureux et simplement ravi de constater que tout son travail acharné a enfin porté ses fruits. En y réfléchissant plus profondément, il commence à penser que cela pourrait bien être l'épreuve des dieux dont Rodin lui avait parlé et il se sent sincèrement merveilleusement bien à ce sujet. Il réalise qu'il devra tôt ou tard révéler la vérité à sa famille. Plus tard dans la journée, Alan rentre chez lui et Roden est stupéfait de constater qu'il a réussi à capturer 2 Albaeron en une seule et même journée. Après cela, Alan rejoint Krina pour une séance d'entraînement à l'épée. Cependant, même en plein milieu de son combat et de son entraînement, son esprit ne cesse de cogiter sur la manière et le moment de chasser davantage d'Albaeron. Puisque c'est la saison de la migration et qu'il y a une abondance d'Albaeron, il est convaincu que s'il travaille suffisamment dur, il pourrait atteindre le niveau 3 en chassant une vingtaine de plus. Les pensées d'Alan sont soudainement interrompues lorsque Krina lui assène un coup puissant à la tête, signifiant clairement qu'elle a remporté le match. Après avoir reconnu sa victoire, elle lui fait simplement un signe de la main en guise d'adieu et s'en va. Plus tard dans la soirée, Alan décide qu'il est grand temps de révéler à ses parents la vérité sur la manière dont il a pu vaincre ses Albaeron avec une telle facilité. Cependant, il sait qu'il ne peut absolument pas leur raconter qu'il a été aspiré dans un jeu quelconque trouvé sur internet, car il le prendrait assurément pour un fou. C'est pourquoi Alan invente une meilleure histoire. Il leur explique que lorsqu'il n'avait qu'1 an, il a entendu un oracle d'Elmia, le dieu de la création. Alan leur explique qu'un oracle signifie en substance qu'il est plus intelligent et physiquement plus fort que la moyenne des gens. De plus, il ajoute que cela implique également qu'il devra traverser des épreuves qui dépassent ce que même une centaine d'hommes pourraient normalement accomplir. En entendant cela, Rodin comprend déjà parfaitement la situation et devine qu'Alan a dû traverser l'épreuve des dieux. Rodin avait d'ailleurs remarqué plus tôt ce matin-là que la coupure sur le visage d'Alan avait déjà disparu. Il réalise donc que c'est la seule explication logique et sensée.
Cependant, Derja ne comprend absolument pas comment cela pourrait être possible, d'autant plus que les résultats de l'évaluation d'Alan l'année dernière affirmaient qu'il n'avait aucun talent. C'est à ce moment-là qu'Alan mentionne avoir reçu un autre oracle de Lord Elmia il y a quelques mois de cela. Il explique que si ses attributs étaient classés si bas lors de la cérémonie d'évaluation, c'est parce qu'ils tiennent compte de la lente progression de ses épreuves. Il ajoute également que la raison pour laquelle il a été jugé sans talent était que son talent était en réalité trop récent pour être correctement identifié à ce moment-là. Roden est sous le choc en entendant cela, car cela signifie qu'Alan possède bel et bien un talent finalement. Lorsque Rodin demande à Alan quel est ce talent, Alan lui répond qu'il n'en est pas certain car Lord Elmia ne lui a pas fourni tous les détails. Alan se sent coupable d'avoir menti à son père, mais il sait qu'il ne peut absolument rien révéler sur le fait d'être un invocateur. Il craint que certaines personnes ne réagissent très mal si elles découvraient qu'il peut invoquer et contrôler des monstres, et il sait aussi qu'il ne peut définitivement rien leur dire concernant sa réincarnation. Finalement, il serre simplement Alan dans ses bras et le félicite d'être si courageux, surtout en considérant son jeune âge. Roden demande ensuite à Alan ce qu'il compte faire par la suite, et Alan répond que pour l'instant, tout ce qu'il désire, c'est prouver sa valeur en réussissant toutes les épreuves qui se présenteront. Roden est fier d'entendre une telle réponse, mais il dit également à Alan de ne surtout pas hésiter à demander de l'aide s'il en ressentait le besoin. Alan remercie alors ses deux parents d'être si compréhensifs et de lui offrir leur soutien inconditionnel. Après cela, Rodin dit à Alan qu'il serait préférable de garder cela secret pour le moment, car il serait très fâcheux que les gens commencent à le prendre pour un faux prophète, ce qui pourrait causer des problèmes. Cependant, Rodin précise que Gerda sera la seule exception, puisque Gerda ne cesse de se vanter de la grandeur de Krina en tant que maître d'épée. Rodin dit qu'il aura enfin l'occasion de se glorifier de la grandeur de son propre fils également. Lorsque l'hiver arrive, Alan prend l'un des Albaeron qu'ils avaient mis de côté et commence à le découper. Ensuite, il se rend en ville avec Gerda pour échanger la viande contre diverses provisions. Gerda a déjà eu vent de la nouvelle concernant Alan, béni et mis à l'épreuve par Lord Elmia. Et Gerda, honnêtement, n'est pas du tout surpris, car il a toujours été convaincu qu'il y avait quelque chose de vraiment spécial chez Alan. Alors qu'ils voyagent ensemble, tous deux continuent de discuter, et Alan aborde le sujet de la différence entre les roturiers et les serfs. Gerda explique que la majeure partie de cette différence se résume au statut social et aux impôts. Il précise que les serfs sont soumis à un système fiscal entièrement distinct où ils doivent s'acquitter de 3 pièces d'or par adulte et d'1 pièce d'or par enfant chaque année. Après avoir entendu cela, Alan demande ce qu'il faudrait pour qu'un serf puisse devenir un roturier. Gerda explique alors que cela exigerait le paiement d'un tribut de 10 pièces d'or par membre de la famille. Il mentionne également qu'il existe des rumeurs selon lesquelles un baron récompenserait parfois des gens avec le statut de roturier, mais il insiste sur le fait que ce ne sont que des rumeurs. Quand Alan entend tout cela, il réalise que sa mère étant sur le point d'avoir un autre bébé, il faudrait 50 pièces d'or à leur famille pour devenir roturier, car ils seront bientôt au nombre de 5. Alan passe le reste de la journée à faire du commerce avec Gerda et il commence à bien saisir les mécanismes des échanges. À la fin de la journée, il rentre chez lui, portant sur son dos un imposant fagot de bois de chauffage. Réalisant qu'il comprend désormais en grande partie le fonctionnement du troc, il se dit qu'il pourra effectuer une étude de marché la prochaine fois qu'il se rendra en ville. La fois suivante, où Alan part faire du commerce, il le fait entièrement seul. Pendant qu'il est là, il documente méticuleusement la valeur marchande et la valeur de troc de chaque article afin de pouvoir utiliser ces précieuses informations pour l'aider à l'avenir. Plus tard, Alan entre dans une herboristerie et demande au marchand s'il existe un quelconque remède capable de restaurer les points de magie. Le marchand répond aussitôt qu'il ne possède rien de tel, car de tels articles sont bien trop coûteux pour que la boutique puisse les proposer. Cela dit, Alan jette un regard circulaire sur toutes les herbes et les remèdes exposés sur les étagères, et il réalise qu'il serait extrêmement ardu de tous les documenter manuellement. Alors il se concentre intensément et par la seule force de sa pensée, il parvient à dessiner toutes les herbes dans son grimoire, sans avoir à toucher quoi que ce soit physiquement. Après cela, Alan demande au marchand s'il a des fleurs de mueller en stock. Cependant, le marchand s'agite soudainement en entendant ce nom à cause de la dernière fois qu'il en a vendu une. Le marchand explique qu'il y a quelque temps, Gerda a fait irruption dans sa boutique et a exigé d'acheter une fleur de mueller sans attendre. Il a insisté pour l'obtenir car un de ses amis était malade, mais il n'a même pas réglé la totalité du prix sur le champ, promettant de payer le reste plus tard. Le marchand n'a toujours pas reçu le paiement intégral et pour couronner le tout, c'était la dernière fleur de mueller qu'il avait en stock. C'est ce qui irrite le plus le marchand. Alan, en entendant cela, réalise que Gerda était venue dans la boutique pour acheter cette herbe précise qui a finalement sauvé la vie de Roden après son agression cette nuit-là. Si le marchand avait simplement refusé de la vendre, Alan se dit qu'il n'aurait peut-être plus de père aujourd'hui. Pour lui montrer sa profonde appréciation, Alan offre au marchand du jerky d'Alba Huron,
le remerciant sincèrement pour sa gentillesse, puis il quitte la boutique. Sur le chemin du retour, Alan est en train d'examiner des armes en ville lorsqu'il tombe nez à nez avec le même enfant de la cérémonie d'évaluation qui avait acquis le talent de la hache d'Ogora ainsi que le fils du chef Palmoas. Alan sait que Dogora n'est qu'une source d'ennui, alors il tente de rester dans son coin et de s'éloigner discrètement. Cependant, Dogora lui assène une claque sur la tête et exige aussitôt qu'Alan devienne son subordonné. En réponse, Alan dégaine son épée en bois et la pointe directement vers Dogora. Ce dernier, décontenancé, se plaint que c'est injuste car lui n'a pas d'arme pour se défendre. Alan lui assure qu'il est tout à fait disposé à se battre loyalement. Dogora n'a qu'à aller chercher l'arme de son choix, pendant qu'Alan l'attendra ici même. Dogora revient peu de temps après avec une épée et fonce sur Alan. Mais Alan esquive et bloque aisément toutes ses attaques. Les coups de Dogora sont certes puissants, ce qui est compréhensible étant donné qu'il est un utilisateur de hache, mais malgré tout, sa force ne se compare que très peu à celle de Krina. Alan décide d'abréger rapidement le duel, fait tomber l'épée des mains de Dogora et remporte ainsi le combat. Il se contente de reconnaître sa victoire et s'éloigne avec une nonchalance étudiée, ce qui rend Dogora encore plus furieux et enragé. Plus tard dans la soirée, Alan rentre chez lui et l'on voit Rodin retirer ses bandages. Cela laisse entendre qu'il est de nouveau en pleine forme et prêt à reprendre la chasse. Dergia, cependant, le met en garde de ne pas trop forcer et de risquer de se claquer un muscle, ce qui serait dommage. Le lendemain, chez Krina, Dogora se présente de nouveau pour défier Alan à une revanche. Il perd lamentablement à plusieurs reprises, mais son ego refuse catégoriquement de lui laisser accepter la défaite, alors il ne cesse de réclamer d'autres revanches. Pendant ce temps, Mash, le jeune frère d'Alan, a déjà débuté son entraînement à l'épée avec Krina, ce qui rend Alan très impatient de voir comment Mash se comportera lors de la cérémonie d'évaluation dans 2 ans. Quelque temps plus tard, le nouveau bébé voit le jour et la famille décide de la nommer Mila. Plus tard, Rodin rentre de la chasse avec Gerda pour annoncer que toute la famille est convoquée par le chef du village. Apparemment, le chef souhaite qu'ils augmentent le nombre de sangliers livrés au baron, passant de 10 à 15, pour que cela soit possible. Le chef désire qu'ils autorisent les roturiers à participer de nouveau à la chasse cette année. Birja trouve cette demande absolument ridicule, d'autant plus que Rodin a subi une terrible blessure lors de la dernière chasse. Rodin admet qu'il avait l'intention de refuser, mais il s'est avéré que ce n'était pas une simple demande. C'était un ordre émanant directement du baron. S'il ne livre pas 15 sangliers d'ici l'hiver cette année, l'Empire recrutera davantage de serfs venus d'ailleurs. En entendant cela, Alan comprend aussitôt que plus de serfs signifierait moins de terres disponibles, ce qui mettrait en péril ceux qui ne peuvent pas chasser, risquant de leur faire perdre leurs terres. Gerda ajoute que le pire dans tout cela, c'est que le baron exige qu'il livre 20 sangliers d'ici la fin de l'année prochaine. Rodin estime que la seule manière de satisfaire cette demande est de chasser plus fréquemment que la cadence habituelle d'une fois tous les 10 jours. Alan prend alors la parole et suggère qu'il se contente de suivre l'ordre du baron. Gerda lui dit de ne pas interrompre les adultes quand ils parlent, mais Rodin l'arrête et autorise Alan à poursuivre son explication. Alan explique qu'ils ne peuvent pas refuser un ordre direct du baron, donc même si les roturiers s'avèrent être un poids mort, ils doivent trouver un moyen de rendre ce poids mort utile. Fort de son expérience passée avec les jeux, Alan sait que rendre les personnages aussi utiles que possible, même lorsqu'ils ne semblent pas capables, est sa véritable spécialité. Il leur demande de lui faire confiance et de le laisser gérer entièrement la situation. Il leur rappelle qu'il a été béni par la sagesse de Lord Elmia, et grâce à cette bénédiction divine, il est convaincu d'avoir un plan qui pourrait réellement fonctionner. Le lendemain, Alan et Rodin retrouvent les roturiers qui les accompagneront pour la chasse. Lorsque les roturiers aperçoivent Alan, ils sont étonnés qu'un si jeune enfant comme lui se joigne à eux pour une telle expédition. Rodin explique que le plan est que chacun adopte sa stratégie de chasse, tandis qu'Alan se contentera de les accompagner pour observer et apprendre. Alan assure aux autres qu'il ne se mettra en aucun cas en travers de leur chemin, puis il s'incline pour les remercier de l'avoir autorisé à les suivre. Même s'il se sent un peu frustré de ne pas pouvoir participer pleinement à cette chasse, Alan estime que le plus important, pour l'heure, est de former les nouveaux chasseurs. Il souhaite qu'ils acquièrent l'expérience indispensable pour aider le groupe à chasser davantage de sangliers à l'avenir. Parce qu'il ne veut pas que quiconque se blesse comme son père l'a fait durant la chasse de l'année dernière, l'un des roturiers s'approche de Rodin et lui présente ses excuses pour la blessure qu'il lui a infligée l'an passé. Rodin n'en garde aucune rancune et lui assure que ce n'est pas grave du tout. Au lieu de cela, il dit à chacun de se concentrer sur l'objectif à atteindre et de ne pas s'attarder sur les erreurs passées. Après cela, la porte de la forêt s'ouvre et ils commencent tous à s'engouffrer à l'intérieur, débutant ainsi la chasse. Alors qu'ils pénètrent dans la forêt, Alan réalise qu'après 7 longues années passées en tant que serf, c'est la toute première fois qu'il quitte le village. Dans son esprit, c'est un pas modeste mais ô combien significatif vers la libération future de sa famille de cette vie de serf.
Ce qui l'enthousiasme encore davantage, c'est la perspective de contempler les montagnes du Dragon Blanc. Selon la légende, un dragon blanc mythique résiderait quelque part près de ces montagnes, et Alan a toujours rêvé d'en apercevoir ne serait-ce qu'un bref instant. Peu de temps après, la chasse est sur le point de débuter, chacun prend position alors qu'un sanglier gigantesque surgit et charge. Au moment opportun, il se positionne pour attirer le sanglier dans une direction bien précise. À leur suite, l'équipe de tanks se met en mouvement pour immobiliser le sanglier, l'empêchant ainsi de s'échapper ou d'attaquer quiconque de manière dangereuse. Finalement, l'équipe d'assaut arrive pour porter le coup de grâce. Alan observe attentivement l'intégralité du processus et réalise que c'est là la technique de chasse exacte que son père et d'autres chasseurs expérimentés emploient depuis plus de 10 ans pour capturer et abattre des sangliers avec succès. Il se dit que c'est une stratégie minutieusement planifiée et exécutée et qu'elle est en réalité très impressionnante à observer en pleine action. Une fois le sanglier finalement abattu, les roturiers ressentent alors un immense sentiment de fierté. Ils comprennent que chasser le sanglier avec succès équivaut à réussir l'épreuve des dieux, marquant ainsi leur accomplissement et leur compétence. Alan estime que puisque le sanglier est un monstre de rancée, les roturiers ont dû accumuler une quantité considérable de points d'expérience grâce à cette chasse. Curieux, il sort son grimoire pour vérifier précisément le nombre de points qu'il a reçus. Malheureusement, il constate qu'il n'a pas gagné le moindre point d'expérience. Il y réfléchit un instant et réalise que cela est tout à fait logique, puisqu'il n'a pas participé au combat et n'a fait qu'observer la chasse à bonne distance. Néanmoins, Alan se sent satisfait de voir les roturiers gagner en expérience et devenir plus assurés de leurs capacités. Une fois cette tâche accomplie, Alan entame de petites conversations avec quelques villageois. Ils commencent à discuter des différents types de viande qu'ils ont obtenus des monstres chassés par le passé. L'un des hommes mentionne qu'il serait plus qu'heureux d'aider à découper toute viande de monstres qu'Alan parviendrait à se procurer sans aucun problème. Alan écoute attentivement et décide d'accepter l'offre. Il conduit l'homme vers sa réserve de hérons alba et lui demande s'il peut l'aider à les dépecer correctement. Bien sûr, l'homme n'a pas l'intention de faire ce travail gratuitement. Alan lui propose plutôt un marché pour chaque héron alba que l'homme dépecera. Alan lui donnera 2 paquets de viande en guise de paiement. L'homme est surpris par la générosité de l'offre et l'accepte immédiatement sans la moindre hésitation. La principale raison pour laquelle Alan agit ainsi est simple. Il s'efforce toujours de gagner 50 pièces d'or afin de libérer sa famille du servage. S'il devait engager un boucher professionnel, cela lui coûterait encore plus cher. En concluant cet accord, il économise de l'or tout en faisant préparer la viande correctement. Peu de temps après, la chasse reprend de plus belle. Cette fois, il décide de changer de stratégie. Au lieu de chasser en un seul grand groupe, ils se divisent en équipes plus petites. En agissant ainsi, ils parviennent à doubler le nombre de sangliers chassés en un laps de temps plus court. Malgré tout, Alan ne comprend toujours pas pourquoi le baron insiste tant pour rassembler plus de sangliers cette année que jamais auparavant. Pourtant, puisque le baron est le seul maître à bord, tout le monde n'a d'autre choix que de suivre ses ordres. Soudain, l'un des sangliers charge droit sur eux. Gerda réagit immédiatement et mène l'attaque. Il frappe le sanglier de plein fouet et lui porte un coup puissant et fatal. Après cela, il interpelle les nouveaux chasseurs et leur dit d'intervenir pour l'achever. Lorsqu'ils s'exécutent, ils ressentent à nouveau une grande fierté d'avoir mené la chasse à bien. La dernière fois, Alan n'avait pas vu ses statistiques augmenter, mais cette fois, c'est différent. Il vérifie attentivement son statut et est choqué de joie en voyant que ses statistiques ont augmenté et qu'il a même atteint le niveau 3. Il comprend comment il a réussi à faire cela. La méthode était simple mais très efficace. Il a compris que si l'une des créatures qu'il invoque entre en contact avec un monstre avant qu'il ne soit tué, alors il est compté comme participant à la bataille. Au dernier moment possible, Alan a invoqué Denka et a fait en sorte que le sanglier marche sur lui, créant ainsi un contact. Cela a permis à Alan de gagner de l'expérience, mais cela a également entraîné la mort de Denka. Alors que Denka s'élève lentement dans le ciel, Alan lui présente sincèrement ses excuses. Malgré tout, il ne peut s'empêcher de s'avouer que le résultat en valait la peine. 3 mois plus tard, Alan et Krayna sont invités chez le chef pour célébrer le nouvel an. Après y avoir passé un certain temps, ils rentrent chez eux pour célébrer la fête comme il se doit. Entourés de nourriture en abondance, Gerda et sa femme viennent également se joindre à eux. Tout le monde mange ensemble, rit et profite pleinement de l'ambiance. Pendant qu'ils mangent, Gerda demande à Alan si le chef a dit quelque chose à leur sujet. Alan répond que le chef était très reconnaissant pour tout le travail acharné qu'ils avaient accompli et qu'il a tenu à exprimer clairement son appréciation. Roden s'attendait déjà à ce résultat car il savait qu'il n'aurait aucun mal à atteindre le quota de 20 sangliers qu'il avait suggéré pour l'année. Alan souligne ensuite que le chef était si satisfait de la tournure des événements qu'il l'a récompensé d'une bouteille de liqueur.
Alan sait très bien à quel point Rodin et Gerda aiment la liqueur et à quel point ils ont tendance à devenir exubérants dès qu'il y a de l'alcool. À cause de cela, Alan décide d'utiliser la bouteille à son avantage et élabore une idée. Alan propose un concours. Il explique que s'il gagne, il sera autorisé à participer pleinement à la prochaine chasse, à manier une lance et à combattre à leur côté comme un égal. Cependant, si Rodin et Gerda gagnent, ils pourront garder la liqueur pour eux. Au moment où il explique les règles, il réalise trop tard qu'ils sont déjà tombés dans le piège d'Alan. Malgré tout, leur désir de liqueur est trop fort, alors ils décident d'accepter le défi quand même. Ils demandent à Alan quel genre de compétition il a en tête. Alan répond calmement qu'il veut que ce soit un concours de bras de fer. Rodin et Gerda sont tous deux choqués qu'Alan puisse même suggérer une chose pareille. Pour eux, il semble évident qu'il serait bien plus fort qu'un enfant comme lui. Pourtant, parce qu'ils veulent vraiment la liqueur, ils acceptent le concours sans reculer. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'Alan a tout planifié à l'avance. Il a gardé plusieurs cartes d'amélioration de force spécifiquement pour un moment comme celui-ci. Grâce à cela, il est confiant de pouvoir gagner. Même face à des adultes comme Gerda et Rodin, Gerda s'avance le premier pour relever le défi. Il s'attend pleinement à une victoire facile et ne prend pas Alan très au sérieux au début. Cependant, dès que le concours commence, Gerda réalise rapidement qu'Alan est bien plus fort qu'il ne l'avait imaginé. Alan tient bon fermement, refusant de céder. Gerda se bat avec acharnement et repousse de toutes ses forces, mais finalement, Alan parvient à le maîtriser et à remporter le match. Après le concours, Alan réfléchit attentivement et estime que la statistique de force de Gerda doit se situer entre 150 et 200. Ensuite, c'est au tour de Rodin. Alan peut dire tout de suite que Rodin est à un tout autre niveau. Bien que la force d'Alan soit relativement proche, la puissance de Rodin surpasse de loin la sienne. Peu importe les efforts d'Alan, Rodin le pousse constamment vers le bas et remporte le bras de fer. Le concours étant décidé, Alan tient sa promesse et remet la bouteille de liqueur. Rodin et Gerda l'acceptent avec joie et bientôt ils boivent tous ensemble et s'amusent pleinement. Bien qu'Alan n'ait pas obtenu le résultat souhaité, le concours n'a pas été vain. Cela l'a aidé à comprendre ses propres limites. Il sait maintenant que Gerda a une force d'environ rang D tandis que Rodin est plus proche du rang C. Rodin dit alors à Alan qu'il ne lui permettra pas de chasser les sangliers tant qu'Alan ne pourra pas le vaincre en force. Plutôt que de se sentir découragé, Alan accepte le défi, déterminé à devenir plus fort et à gagner sa place dans la chasse. Un peu plus tard, Alan est ravi de constater que son niveau d'invocateur a de nouveau augmenté. Curieux, il ouvre immédiatement son grimoire pour vérifier ce qui a changé. En feuilletant les pages, il est stupéfait par le nombre de nouvelles compétences qui sont apparues. Une compétence en particulier attire complètement son attention. Il a acquis la capacité de visualiser librement les cartes de rang E quand il le souhaite. Alan comprend instantanément à quel point cette capacité est précieuse. Avec un accès plus facile aux cartes de rang E, il est certain que sa force globale augmentera rapidement. Dans son esprit, il est déjà confiant qu'avec cet avantage seul, il devrait maintenant être capable de défier Rodin à nouveau et de potentiellement gagner la prochaine fois. Cependant, alors qu'il continue d'examiner le grimoire de plus près, il remarque quelque chose d'étrange. Il y a une nouvelle page qui n'était pas là auparavant. Quand il la tourne, il voit ce qui ressemble à une cavité vide sculptée directement dans la page elle-même. Après avoir expérimenté un peu, il réalise que c'est une compétence de stockage. Il peut y stocker des objets qui tiennent physiquement dans la cavité. L'espace de stockage semble s'étendre plus profondément qu'il n'y paraît, le rendant bien plus utile qu'il n'y semblait au premier abord. Alan est confus. Le stockage est une compétence de niveau divin, quelque chose d'extrêmement rare et puissant. Il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi une telle capacité lui serait donnée à ce moment précis. Le timing semble délibéré, comme si quelqu'un avait voulu qu'il la reçoive maintenant. Le lendemain, Alan décide d'expérimenter avec ses nouvelles invocations de rang E. Il sort une pierre magique et active sa compétence d'invocation. La première créature qu'il invoque est un insecte de rang E, qui s'avère être un papillon aux couleurs vives et aux ailes chatoyantes. Il est inoffensif mais d'une apparence étrangement magique. Ensuite, Alan invoque une autre créature de rang E. Cette fois, c'est un tigre à dents de sabre. Au moment où il apparaît, Alan recule instinctivement d'un pas. La créature est intimidante avec des crocs acérés et une carrure puissante. Après l'avoir observé un moment, Alan réalise cependant qu'il ne représente aucune menace pour lui. Lentement, il s'habitue à sa présence et décide de lui donner un nom. Il appelle le tigre Tama et l'accueille officiellement comme membre de son équipe grandissante. Ensuite, Alan tente de fusionner deux de ses invocations. C'est alors qu'il remarque une limitation majeure. Chaque fusion nécessite une pierre magique. Avec cette réalisation,
Il comprend que désormais, il aura besoin d'une grande quantité de pierres magiques s'il veut continuer à devenir plus fort. La seule façon qu'il connaît d'obtenir des pierres magiques est de chasser des lapins à cornes. Plus tard cette nuit-là, il en parle à son père. Malheureusement, Roden lui dit que les lapins à cornes n'apparaîtront pas de sitôt. Un fossé a été creusé autour du village il y a quelque temps, empêchant les monstres d'entrer. Cela signifie qu'Alan n'a plus de moyens faciles de collecter des pierres magiques. Déçu, Alan passe la nuit à réfléchir à des alternatives. Le lendemain, tandis que Kraina s'entraîne de nouveau et botte les fesses du chien Aura, Alan est occupé à parler avec Palmoas et lui demande s'il sait quelque chose sur les pierres magiques. Palmoas, qui est bien informé sur ces sujets, explique que les pierres magiques de rang D et C se trouvent généralement dans la capitale royale et sont considérées comme précieuses. D'autre part, les pierres magiques de rang E sont presque sans valeur et peuvent parfois être trouvées un peu partout. Pour prouver son point, Palmoas en ramasse une par terre avec désinvolture et l'attend à Alan avant de s'éloigner. Ce simple geste remplit Alan d'un espoir renouvelé. Il réalise que si les pierres magiques de rang E sont si courantes, il peut simplement les ramasser lui-même. Avec le temps et avec l'aide des villageois, Alan parvient à collecter un grand nombre de pierres magiques de rang E. En les utilisant, il crée avec succès toutes ses invocations de rang E. Alors qu'il finit de les invoquer, un sanglier charge soudainement vers lui. Sans hésitation, ses invocations réagissent instantanément et le tuent d'un seul mouvement rapide. Alan célèbre brièvement, mais un autre sanglier apparaît alors. Une fois de plus, l'une de ses invocations intervient et le protège. À ce moment-là, Alan ouvre soudainement les yeux. Il réalise que tout ce qu'il venait de voir n'était qu'une hallucination. Fermant les yeux à nouveau, il réfléchit aux 7 dernières années. Il n'y avait pas de guide pour les invocateurs, pas de professeur pour l'instruire. Il a été contraint de tout comprendre par lui-même. Grâce à cette prise de conscience, Alan comprend que chaque invocation a un rôle spécifique. Il remplit chaque rôle d'un groupe standard entièrement par lui-même. C'est ce qui rend un invocateur vraiment puissant. Il comprend maintenant pourquoi la compétence de stockage lui a été donnée. Elle existe pour qu'il puisse stocker les innombrables pierres magiques dont il aura besoin. Avec une armée de créatures à son commandement, Alan croit qu'un invocateur pourrait être plus fort que le Seigneur Démon lui-même. C'était l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite et regardez la prochaine vidéo à l'écran.